Le cyberespace s'impose aujourd'hui comme un nouveau domaine de souveraineté d'un État. J'ai une maîtrise en droit international public. Je dois ici préciser... S'agissant donc de l'obligation de diligence, ou carrément le principe de diligence due, qui est d'abord d'origine jurisprudentielle. Premièrement, l'acte doit relever de la commission d'un acte ou de l'omission. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Vandalou Daniel, alias Van Dan. Je suis juriste, poète, écrivain, chercheur en droit numérique et en droit de la responsabilité internationale, activiste des droits humains et membre de Amnesty International. En effet, le 21e siècle est inévitablement celui du numérique et de technologies mobiles. Dans cet écosystème, l'être humain s'avère être si souvent le maillon faible de la chaîne de sécurité. Et d'autre part, les États, qui auraient été les acteurs et sujets de droit international historique, ne sont plus seuls sur la scène mondiale. Ces technologies, avec leur avènement, sont comme en train de venir compromettre leurs intérêts et beaucoup plus leurs droits, leur souveraineté. Convaincu donc qu'un homme des sciences est une présence qui aide à lire la réalité en profondeur et à décrypter les difficultés, j'ai donc coécrit un article intitulé « La responsabilité de l'État dans le cyberespace au-delà d'une obligation de diligence ». En effet, le cyberespace s'impose aujourd'hui comme un nouveau domaine de souveraineté d'un État. Ce domaine devra donc être géré et défendu avec la même rigueur que les frontières maritimes, aériennes et terrestres. Il va donc sans dire que sur cet espace, l'État y exerce sa souveraineté et qu'ainsi, ce territoire a comme une certaine extension dans trois dimensions principales. Il y a une dimension sociale, une dimension logique, ainsi qu'une dimension physique. S'agissant donc de la dimension physique, celle-ci renvoie à quelques aspects spécifiques, entre autres la logistique, mais aussi les câbles sous-marins et tout ce qui a trait avec les infrastructures. S'agissant de la dimension logique, celle-ci renvoie à des codes, entre autres les données et tout ce qui a trait avec, je dirais bien, la connexion Internet que l'État se doit de réguler selon sa loi nationale. Il va sans dire que s'agissant de la dimension sociale, celle-ci a ceci de particulier que elle regorge d'une part la lutte contre la cybercriminalité, donc la cyberdéfense que l'État doit assurer sur Internet, mais également la lutte contre la désinformation. Ce qui veut dire que, à travers ces dimensions, l'État matérialise sa souveraineté en ligne. Et maintenant, il nous conviendra incessamment de voir ce qu'on pourra entendre par la souveraineté numérique et comment l'État peut-il y exercer souverainement. Et je dirais bien, avant d'y arriver, que ce qui matérialise la souveraineté de la République démocratique du Congo sur le domaine numérique, c'est bien le Code du numérique de 2023. Entendu que par le territoire d'un État, on doit entendre quelques éléments. Je voudrais vous briefer là-dessus. Il y a entre autres le sol congolais. Il y a le navire en eau internationale. Il y a le navire de commerce, le navire militaire en eau internationale. Il y a aussi l'espace aérien, mais aussi l'espace terrestre et tout récemment, nous pouvons ajouter aujourd'hui le cyberespace ou l'espace virtuel. Ce qui veut dire que dans tous ces espaces, l'État est souverain pour commencer à réguler les activités qui s'y déroulent, pour commencer à réguler les infrastructures en ligne, mais aussi et surtout les données, soit des administrés, soit des internautes. C'est bien par là qu'il nous conviendra incessamment de voir comment se matérialise cette souveraineté. Je suis M. Jacques Mpoimou Benga, juriste de formation. J'ai une maîtrise en droit international public. Je dois ici
préciser que je suis technico-juridique. Pourquoi? Parce que je commençais par faire des études techniques dans lesquelles j'ai évolué pendant 21 ans. Mais comme le droit était pour moi un domaine de prédilection, c'est comme ça que j'ai pris inscription en droit, en commençant par le bac, jusqu'à obtenir une maîtrise en droit international à ce jour. Et je continue avec mes recherches en droit international, avec comme leitmotiv de produire une thèse de doctorat et être un professeur de droit public. J'ai par la suite évolué dans le domaine humanitaire. Depuis juin 2019, j'ai créé une ONG appelée Soutien à l'humanité. Comme vous le savez, la RDC, notre pays, passe par une guerre pendant 3 décennies. Et voyant de nombreuses victimes à l'est du pays, c'est comme ça qu'il était de bonne loi de créer cette ONG pour pouvoir venir à la rescousse des victimes. L'ONG Soutien à l'humanité qui travaille sur 4 domaines d'intervention, notamment la protection, l'autonomisation de communautés, la santé et l'éducation. S'agissant donc de l'obligation de diligence, ou carrément le principe de diligence due, qui est d'abord d'origine jurisprudentielle, puisque venant d'un arrêt en droit international qu'on appelle l'arrêt de Chorzów, qui aurait établi ce principe en matière de droit international de l'environnement, nous expliquons ce principe comme une obligation qui est du reste celle de moyens et non de résultats, qui voudrait que l'État puisse déployer d'efforts pour atteindre un objectif, soit de protection, soit encore de prévention en cas d'attaque qui pourrait porter atteinte à un autre État. C'est en ce sens qu'en droit international, il y a par exemple les manuels de Tallinn qui aurait établi, à partir de la Commission internationale, la Commission de droit international, qui voudrait que chaque État puisse commencer à observer cette obligation de diligence sur ce qui est des activités qui se déroulent dans le cyberespace. Entendu que dès lors que ce dernier sera défaillant, il pourrait engager sa responsabilité internationale pour faits internationalement illicites. C'est en ce sens qu'il nous convient de dire qu'aujourd'hui, les cyberattaques sur le réseau informatique émanant d'un autre État vers un autre État sont constitutives, je pense que je suis français quand je dis ça, de ce qu'on appelle l'agression. Il faudrait entendre l'acte d'agression ici au sens tel que défini par la résolution 3314 du Conseil de sécurité. Alors, à partir de là, l'obligation de diligence voudrait que, à chaque fois que l'État se doit de commencer à surveiller, à travers son autorité de régulation du numérique, les activités qui se déroulent en ligne dans son territoire ou dans son périmètre, il n'y ait aucunement des actes qui enfreignent ou à défaut portent atteinte aux droits ou intérêts d'autres États en ligne, ou leurs serveurs ou leurs réseaux. À partir donc de cette obligation de diligence, il y a, comme je pourrais le dire bien, quelques failles qui subsistent. Et il nous convient aussi d'en parler. Il y a entre autres la difficulté qu'a quelques États sur ce qui est de leur matériel réel. Nous ne pourrons aucunement pas prétendre parler d'un article que nous pourrons publier sans aussi expliquer quelles seraient les difficultés qu'ont les États aujourd'hui pour matérialiser cette obligation de diligence lorsqu'il y a des attaques en ligne. Et la première difficulté, c'est pour ce qui est de ces États qui n'ont pas assez de logistique ou de matériel pour rassurer le bon fonctionnement de leur réseau, de leurs infrastructures ou carrément des activités qui se déroulent en ligne. Entendu qu'aujourd'hui, quelques États tels que les États-Unis d'Amérique, la France, pour ne pas parler de la Russie ou la Chine, ont beaucoup plus de matériel assez sophistiqué pour garantir cette protection, la prévention en cas des activités qui nuiraient à un autre État. Ce n'est pas le cas pour les États africains qui, du reste, ont encore beaucoup de progrès à faire. Par exemple, le cas de la République démocratique du Congo, auquel on ne pourrait pas, ce pays, auquel on ne pourrait pas imposer à tout lieu et à tout prix la surveillance
en ligne pour pas que des attaques puissent être nuisibles au Rwanda ou je ne sais à quel autre État. C'est la première difficulté que nous avons aujourd'hui pour matérialiser cette obligation de diligence, quoique elle est de moyens et non point de résultats. La deuxième difficulté, c'est pour l'État victime de prouver en suffisance que cette attaque émanait d'un pays, d'un État X, à l'encontre de ses serveurs ou de son réseau informatique. Ce qui du reste constitue, je dirais bien, ce que l'on appellera ce là que les bas blessent. Ça veut dire que il est difficile pour un État victime de prouver avec tous les moyens de droit ou de fait que voilà, l'attaque contre mon serveur ou mon réseau informatique émane de la République démocratique du Congo, du Burundi ou du Rwanda. Et là, c'est encore une deuxième difficulté en matière de la responsabilité des États dans le cyberespace d'une part, mais également l'obligation de diligence qui pourrait en découler. Eh bien, c'est à travers ces quelques enjeux qu'il nous conviendra de dire le dernier mot. Avant que de nous dire le dernier mot, j'espère que aujourd'hui, nous l'aurons sans doute remarqué, le cyberespace l'a emporté sur le monde physique. Comme quoi, c'est déjà un autre monde. Et il convient à chacun de commencer à observer son comportement en ligne, partout où il est, et surtout son identité numérique. Alors, c'est aussi le cas pour les États. Où le bas blesserait encore, c'est au niveau des attaques qui seraient complexes. S'agissant de terrorisme hybride ou carrément de cyberguerre asymétrique. Pour établir la responsabilité d'un État, c'est assez complexe comme vous pouvez l'entendre. Et c'est une obligation qui incombe aux chercheurs de partout de s'y intéresser pour voir dans quelle mesure l'Afrique dans son entièreté et la République démocratique du Congo pourraient avoir à matérialiser sa souveraineté numérique et aussi les comportements qu'ils devraient observer chacun, tant gouvernants que gouvernés, en ligne, au risque d'engager la responsabilité de cet État qui nous est cher au devant de la Cour internationale de justice, pour faire internationalement l'initiative. Nous voulons évoquer ici le cadre classique pour qu'un État puisse engager sa responsabilité sur le plan international. Conformément aux prescrits de la Commission de droit international CDI, il y a des critères cumulatifs. Premièrement, l'acte doit relever de la commission d'un acte ou de l'omission. Et deuxièmement, l'acte en question doit être constitutif à une violation d'une obligation internationale. Alors, les opérations pour la dimension numérique, nous comprenons que les opérations peuvent être conduites par un organe de l'État, soit une personne ou une entité qui exerce les prérogatives de la puissance publique. Et tout cela peut être attribuable à l'État. Alors, dans cette responsabilité internationale, il y a une complexité par rapport à l'utilisation de ce qu'on appelle des proxys. Les proxys, en des termes simples, c'est tout simplement des mercenaires qui peuvent être de groupes criminels qui sont utilisés par un État pour commettre des actes. Et l'État, cela crée ce qu'on appellerait une distance officielle. L'État se cache derrière les actes-là pour qu'ils ne soient pas directement pointés du doigt comme étant l'instigateur de ces actes ici. Nous pouvons prendre ce qui se passe dans les guerres classiques, notamment avec la situation de la RDC avec le Rwanda. Le Rwanda, dans cette guerre classique, utilise le M23 comme proxy. Cela lui permet de nier toute son implication dans les actes qui sont
commis et il ne saura pas dès lors engager sa responsabilité internationale. Là, il y a un problème en termes... Je m'appelle Vandal Luonji Daniel, alias Vandan. J'ai coécrit un article intitulé « La responsabilité de l'État dans le cyberespace au-delà d'une obligation de diligence ». Celui avec lequel nous avons coécrit s'appelle Monsieur Jacques Mpoïmou Benga, expert en droit international public. L'article que nous avons l'honneur de vous présenter intitulé « La responsabilité de l'État au-delà du cyberespace » est maintenant disponible sur le site thinkerslibrary.org. Vous pouvez le consulter à tout moment et vous en procurer. Ce sera ainsi un honneur pour vous de nous lire et surtout d'entrer en contact avec thinkerslibrary.org. Lire, relire, faire lire et surtout contacter les auteurs afin de discuter dans des salons, dans des couloirs sur ce qui est de la recherche et de la science, entendu qu'un homme des sciences est une présence qui aide à lire la réalité en profondeur, à décrypter les difficultés de son époque et à y apporter les solutions. Vous aussi, ce sera votre tour. À très bientôt.